Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mécanique céleste, donc de mécanique en l'occurrence de satellite. On va essayer d'utiliser les lois de Newton qu'on a vues au préalable pour étudier le cas d'un satellite circumpolaire. Donc on va voir toutes les lois de Newton qui vont être associées à cette partie-là et on va essayer de faire un exercice qui est issu d'une épreuve de baccalauréat qui va nous permettre effectivement de mettre en place et d'appliquer ces notions de mécanique à l'espace, et donc en l'occurrence au satellite. Donc cette vidéo elle concerne seulement cette partie circumpolaire. Je publierai une vidéo qui traitera de la deuxième partie de cet exercice-là qui concerne les satellites géostationnaires. Restez connectés, abonnez-vous, likez, commentez et activez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Vous trouverez les liens en description de cette vidéo. Bon, ici les amis, donc on a un satellite circumpolaire, donc un satellite dit circumpolaire. C'est le satellite Envisat, en fait, qui est un très gros satellite européen qui permet effectivement de, par exemple, des captations ou des mesures météorologiques. Voilà, donc qui se trouve qu'il y a une masse de 8200 kg, qui se trouve qu'il y a une altitude de 800 km, comme on peut le voir dans les données, qu'il y a une orbite qui est contenue dans un plan passant par les pôles. Voilà. Et voilà, donc on a toutes les informations qui concernent la Terre. Voilà, donc c'est un satellite qui tourne autour de la Terre. Et voilà, donc dont la mission principale est d'effectuer des observations sur l'atmosphère, en l'occurrence, des océans, des surfaces émergées, et des glaces. Donc, on appelle l'expression de la valeur de la force d'interaction gravitationnelle entre deux objets de corps de masse MA et MB, de centre A et B, de répartition de masse asymétrie sphérique, distant de D égale AB, F égale G fois MA fois MB divisé par D au carré. Donc ça, c'est une loi de Newton qui est rappelée dans l'énoncé. Ça n'est pas toujours le cas, c'est une loi qui doit être maîtrisée, apprise, connue, et donc effectivement qui nous permet de voir que en réalité, ce qui va influencer ou ce qui va être motiver une force d'interaction, ça va être la masse. Et cette force-là, l'interaction, elle est inversement proportionnelle au carré de la distance, puisque si les deux objets, les deux corps sont éloignés, eh bien leur distance va augmenter, donc forcément l'influence de l'un sur l'autre va baisser. Donc loin des yeux, loin du cœur, ce qui veut dire effectivement que la distance, elle joue en la défaveur de la force ou de l'intensité de cette force-là. Donc la première question 1.1.1, représentée sur la figure 1 de l'annexe à rendre avec la copie, la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre, sa répartition de masse étant supposée à symétrie sphérique, sur le satellite supposé ponctuel est noté S. Donc, donner l'expression vectorielle de cette force et calculer la valeur de cette force. Donc, comment on va faire? Donc ici, je vous ai fait un petit copier-coller de l'annexe. Comment on fait pour tracer cette force-là? C'est très simple. Donc c'est une force qui, dans l'origine, est la Terre. Donc c'est une force que va subir le satellite et qui va être appliquée par la Terre. Donc c'est une force qui, par conséquent, va être dirigée. C'est une force qui va être dirigée vers la Terre. Donc la direction de la force, c'est la Terre. Le sens, c'est vers la Terre également. Et voilà, donc F qu'applique la Terre sur S, sur le satellite, c'est une force qui est représentée comme ça. Alors, il ne faut pas oublier que, du coup, comme on nous a donné, donc ici, en l'occurrence, l'expression, mais c'est une expression qui concerne seulement la norme de la force, il va falloir qu'on fasse appel, qu'on essaie d'exprimer d'une manière vectorielle cette force-là. Donc, pour exprimer cette force d'une manière vectorielle, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire tout simplement, il faut faire rentrer un vecteur unitaire, un vecteur petit u, ici, dont la seule fonction, c'est de représenter, effectivement, cette graduation, ou une unité vectorielle, donc du coup, u va avoir comme norme 1, et donc l'expression vectorielle de cette force, ça va être la suivante, donc l'expression
vectorielle est la suivante. Donc, c'est f qu'applique la Terre sur le satellite. C'est égal à g, donc la constante de Cavendish, multiplié par la masse du satellite fois la masse de la Terre, divisé par la distance qui les sépare au carré. Mais voyez bien ici, la distance qui les sépare au carré, c'est la distance qui sépare le centre de la Terre du satellite. Donc, on a d'abord le rayon, n'est-ce pas? Donc, cette distance-là, c'est le rayon, plus l'altitude, donc l'altitude h. Donc, la distance qui sépare les deux au carré, ça fait donc r plus h, le tout au carré. Et bien sûr, pour que je sois en cohérence avec cette direction vectorielle, je multiplie tout ça par u, donc le vecteur de direction. Donc, avec u, ici, un vecteur, avec u, un vecteur unitaire orienté de S vers T, donc du satellite vers la Terre. Voilà, donc pour cette première question, aucune difficulté, il suffit simplement de représenter sans souci d'échelle cette force-là et d'exprimer, de décrire pourquoi on l'a fait et pour quelle raison la force est positionnée, orientée, disposée de cette manière-là. Donc la deuxième question, qu'est-ce qu'il nous demande? Alors, 1, 1, 2, calculer la valeur de cette force. Donc il va falloir qu'on calcule maintenant, désormais, la valeur de cette force. Alors, eh bien ici, pas de difficulté, encore une fois, on a toutes les informations dans l'énoncé pour calculer la valeur de cette force. Donc 1, 1, 2. Donc, la valeur du vecteur force, enfin, de l'intensité ou la norme de la force F de T sur S est égale à G fois petit m fois grand M divisé par la distance au carré, R plus H le tout au carré, donc il me suffit de remplacer ici par les valeurs. Donc une application, on fait une application numérique, donc ça veut dire un remplacement, F de T sur S que j'obtiens donc est égal à la constante de Cavendish qui est égale à 6, bien sûr on a toutes ces informations dans les données de l'énoncé, 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par le produit des masses, donc ici la masse de la Terre fois la masse du satellite. Donc si on revient, on regarde ici les informations des données, donc la masse du satellite c'est 8200 kg, la masse de la Terre, elle est donnée également 5,98 fois 10 puissance 24, donc il suffit de multiplier les deux, évidemment, en prenant en compte l'unité de la masse en physique qui est toujours le kilogramme, donc ça nous fait 8200 multiplié par 5,98 fois 10 puissance 24. Et je divise le tout par R plus H au carré, donc 6,38 fois 10 puissance 6, qui est le rayon de la Terre, si je ne m'abuse, et 800 km, donc 810 puissance 3, le tout au carré. Voilà, le tout au carré. Donc bien sûr pour respecter l'unité donc de la distance qui est le mètre. Voilà, donc le calcul nous donne à peu près, donc je vous laisse faire le calcul, ça nous fait à peu près 6,34 fois 10 puissance 4 newtons. Voilà les amis, donc ça pour ce calcul, il n'y a aucune difficulté, il suffit simplement de remplacer les expressions qu'on a ici et de faire attention, bien sûr, rester vigilant quand on fait un calcul à la calculatrice, ne pas tomber dans les pièges et ne pas saisir de fausses valeurs. Ok, donc, question suivante. Donc, 1, 2 cette fois-ci. En considérant la seule action de la Terre, établir l'expression vectorielle de l'accélération du satellite dans le référentiel géocentrique supposé galiléen en fonction de m, la masse de la Terre, de h, l'altitude du satellite, et de r, qui est le rayon de la Terre. Donc ici, on doit noter les éléments clés. Donc l'expression vectorielle de l'accélération, c'est ce qu'on veut, du satellite dans un référentiel géocentrique, supposé galiléen, et bien sûr en fonction de mh et de r. Donc, pourquoi on nous a dit ici que le référentiel était galiléen? Pour pouvoir appliquer quoi exactement? Parce que je veux l'accélération, quelle est la relation qui me donne l'accélération?
à chaque fois qu'on me demande de calculer une accélération, le premier réflexe, c'est de penser à quelle loi? C'est de penser à la deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi de Newton, c'est la loi à laquelle il faut penser. Donc on cherche l'accélération de quoi? On cherche l'accélération du satellite. Le satellite, il est comment? Le satellite, il ne subit qu'une seule force. On nous l'a dit ici, on néglige toutes les autres forces. Donc, le satellite subit seulement la force de gravitation, n'est-ce pas? Voilà, donc la force d'attraction gravitationnelle, de gravitation. Bien sûr, la deuxième loi de Newton, elle ne s'applique que dans les référentiels galiléens, donc elle subit cette force, il faut le préciser ici, subit seulement la force de gravitation dans un référentiel galiléen, d'accord? Dans un référentiel galiléen. Alors, galiléen. Donc, la deuxième loi de Newton, d'après la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'on peut écrire? D'après la deuxième loi de Newton, la somme ou la résultante des forces appliquées sur le satellite est égale à sa masse fois son accélération. Donc, F en vecteur de t sur s égale à petit m fois l'accélération que je cherche. Ok? Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a écrit ça, par ailleurs, on sait que on a trouvé l'expression de cette force-là. Par ailleurs, F de t sur s est égal à quoi? On a dit tout à l'heure, on a trouvé, c'est G fois petit m fois grand M divisé par R plus H au carré. Donc G fois petit m fois grand M divisé par petit r, grand R plutôt le rayon de la Terre plus H au carré fois U, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? On peut écrire G, donc G fois petit m fois grand M divisé par R plus H au carré fois U égale à petit m fois A. D'accord? Voilà, donc qu'est-ce que je peux remarquer du coup? Je peux remarquer que comme on a un élément commun, petit m de part et d'autre, on peut simplifier par petit m. Et du coup obtenir par conséquent, donc on peut obtenir par conséquent je peux déduire que A, l'accélération, est égale à G fois grand M divisé par R plus petit h, le tout au carré, bien sûr, fois u, puisque il faut garder cette cohérence vectorielle. Et ben voilà, donc c'est ce qu'il fallait trouver. Donc, si je ne m'abuse, ils nous ont demandé l'expression vectorielle de l'accélération en fonction de Gm, R et H. Alors, voyons voir si c'est ça. Eh ben, tout à fait, M, H et R, donc ils ne nous ont pas dit G, mais G étant une constante, donc effectivement, ça reste cohérent. Alors, 1,3. Sur la figure 2 de l'annexe A, rendre avec la copie, représenter sans souci d'échelle le vecteur accélération à 3 dates différentes correspondant aux positions A, B et C. En voyant voir. Donc ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le satellite qui va tourner sur une orbite qu'on va considérer ici circulaire. Donc, à chaque point, effectivement, cette accélération, enfin le satellite, il va se trouver à A, à B, à C. Le but, c'est de représenter à chaque instant, à chaque moment, à chaque position A, B ou C, son accélération. D'accord? Qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver quoi exactement, les amis? On vient de trouver que l'accélération, G est égal à G, qui est une constante, 6,67 fois 10 puissance moins 11, la constante de Cavendish, fois M, c'est la masse de la Terre, c'est une constante également, d'accord? 598 fois 10 puissance 24. Le rayon de la Terre, qui est également constant, enfin à peu près, hein, la Terre n'est pas forcément parfaitement sphérique, pardon, mais on va considérer que c'est le cas ici, donc on le considère dans l'exercice, donc c'est à peu près constant. Et la hauteur, l'altitude du satellite, qui est également, on va dire, constante, d'accord, puisque l'orbite est circulaire, donc le rayon est toujours le même. Voilà, donc, et du coup, quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A, puisque ça s'exprime, l'accélération s'exprime sous la forme
d'unité ou de grandeur constante, eh bien l'accélération est également constante. Donc si je veux représenter l'accélération ici, ben, elle va être exactement la même. Et donc elle va être toujours constante. Donc il faut, sans souci d'échelle, prendre exactement la même longueur de segment pour représenter par exemple l'accélération. Là c'est l'accélération à A. Ben, pour représenter au point B, on va représenter la même intensité, d'accord? Donc la même longueur du vecteur. Bien sûr, tout ce que je viens de dire oralement doit être exprimé, écrit, détaillé, donc sur la copie, quoi. Donc il ne suffit pas de représenter, mais il faut également, et c'est obligatoire, c'est même nécessaire, de justifier systématiquement ce qu'on fait, hein, en l'occurrence les schémas. Donc voilà, donc 1,3, on doit justifier la constance de la norme du vecteur accélération par le fait que ce vecteur-là est justement constant, puisque G, M et R plus H sont considérés constants. Voilà, donc c'est ce que vous devez écrire les amis. Et donc ensuite, 1,4, donc qu'est-ce qu'on nous demande à la question suivante? 1,4, montrer que dans le cas d'un mouvement circulaire, ce qui est le cas ici, dont on admettra sans démonstration qu'il est uniforme, donc on admet ici sans démonstration qu'il est uniforme, que la vitesse du satellite a pour expression V égale racine carrée de G fois M divisé par R plus H. Donc il faut qu'on démontre que si on a un mouvement uniforme, supposons que la vitesse reste constante, eh bien cette vitesse s'exprime sous cette forme-là. Comment on peut faire ça? Donc, alors, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est l'accélération. D'accord? Donc à 1,2, la question 1,2, on a déterminé l'expression de l'accélération. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut retenir. Donc, dans le cadre d'un mouvement circulaire, ça c'est important, quand le mouvement, ça c'est du cours, est circulaire et uniforme, quand le mouvement est circulaire et uniforme, le vecteur accélération s'écrit ou est égal à. Donc le vecteur accélération, petit a, c'est égal à v carré, donc la vitesse au carré en fait du satellite. L'accélération du satellite, c'est la vitesse au carré du satellite, divisé par le rayon de l'orbite. Donc en l'occurrence, c'est r plus h, bien sûr, fois u. Donc le vecteur de la vitesse, il est normal ou il est radial. D'accord? On a une composante radiale, une composante tangentielle. Vous allez voir par la suite pourquoi. Mais en l'occurrence ici, quand le mouvement est uniforme et circulaire uniforme, retenez que l'accélération c'est v carré divisé par r plus h. Donc, une fois qu'on a écrit ça, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ça, c'est le cours. Par contre, d'après la question 2, d'après 1,2, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que l'accélération, en fait, c'était quoi? C'était G fois M divisé par R plus H au carré fois U. Donc, on peut, en fait, voir qu'on a une espèce d'identification, d'égalité entre la norme ici, V carré sur R plus H, et la norme de l'accélération G fois M sur R plus H. Écrivons donc, V carré sur R plus H est égal à G fois M sur R plus H au carré. Donc, V carré sur R plus H est égal à G fois grand M divisé par R plus H, le tout au carré. Et donc, essayons de trouver effectivement à partir de ça, l'expression donc de la vitesse. Donc d'abord, on ne va pas aller chercher directement la vitesse, on va chercher V carré. Puisque V carré, je peux facilement déduire en multipliant par R plus H, donc ça nous fait G fois M fois R plus H divisé par R plus H, le tout au carré. Donc ensuite, je simplifie par R plus H, et donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient V carré égale à G fois M divisé par R plus H. Donc voilà, donc le G qui est là, bon, on peut le remonter en haut en fait, sans problème, puisque quand on multiplie un nombre par une fraction, on peut le répercuter directement sur le numérateur. Une fois qu'on a fait ça, eh bien,
on peut trouver la vitesse. Tout simplement, on doit se débarrasser du carré. Et donc pour se débarrasser du carré, on calcule la racine carrée de g fois m divisé par r plus h, d'où l'expression voulue, demandée ici, dans l'énoncé. D'accord? Voilà donc pour cette question 1,4. Aucune difficulté, il faut simplement ici faire le lien entre les parties, enfin les questions, et se souvenir de cette formule qui est très importante du cours, qui est que quand le mouvement est circulaire uniforme, l'accélération, c'est égal au carré de la vitesse divisé par le rayon de l'orbite. Ok, ensuite 1,5, calculer la vitesse en kilomètres par seconde. Donc ici, faites attention à l'unité qu'il nous demande d'avoir dans le résultat. Alors, bon, ici, facile. Donc, il suffit simplement de remplacer, hein, les amis. Donc, on remplace 1,5. Donc, on remplace ici, application numérique de la question précédente. V est égal à la racine carrée. Bah, G, c'est 6,67, 10 puissance moins 11. Fois la masse de la Terre, 5,98, 10 puissance 24. Je divise, bien sûr, sur R, le rayon, plus H, 6,38 fois 10 puissance 6, plus 800, fois 10 puissance 3. Voilà, donc ici, bah voilà, c'est tout. Hop. Donc ça, bien sûr, ça va nous donner un résultat. En système international, c'est mètres par seconde. Donc, on obtient 7,45 10 puissance 3 mètres secondes moins 1. Et voilà. Et donc, du coup, comme on nous a demandé en kilomètres par seconde, pardon, donc V s'écrit sous la forme, donc le 10 puissance 3 mètres seconde moins 1. Donc ici, vous voyez bien, ici, hop, le 7,45. Ce 10 puissance 3 mètres, en fait, c'est pareil que 1 kilomètre. Donc ça nous fait 7,45 km seconde moins 1. Donc, toutes les secondes, en fait, la vitesse, la valeur de la vitesse, c'est en parcours presque 7 km et demi toutes les secondes. Chaque tic, on a 7 km. Voilà, donc, et puis, dernière question de cette première partie. Donner l'expression de la période de révolution. Donc ça, c'est important, la période, donc, puisque le satellite tourne autour de la Terre. Donc la période de révolution, c'est le temps nécessaire au satellite pour faire un tour complet autour de la Terre. Donc comment calcule-t-on cette expression de la période de révolution du satellite en fonction donc de sa vitesse, V, et des caractéristiques de la trajectoire, R et H, puis calculer sa valeur. Donc, alors, ici, c'est une question classique, la question qui porte sur la période de révolution. Donc 1,6, la période de révolution, c'est très simple. Donc le satellite, il parcourt le satellite parcourt le périmètre, donc la circonférence, le périmètre. C'est quoi le périmètre d'une trajectoire circulaire ou d'un cercle? C'est 2π fois le rayon, d'accord? Donc, parcours le périmètre 2π. Ici, le rayon, c'est R plus H, n'est-ce pas? Donc, si on regarde ici, bah, le satellite, il va parcourir cette circonférence, c'est 2π fois la distance. Donc, la distance fois le rayon, pardon, c'est R plus H, plus l'altitude. Donc, 2π fois R plus H, c'est la distance parcourue en un tour complet par le satellite. Donc, comme la vitesse est considérée uniforme, donc elle est constante. Donc la vitesse égale à la distance 2π r plus h parcourue autour de l'orbite divisé par t. T, c'est la période, donc c'est le temps nécessaire pour faire justement cette distance-là. Moi, je cherche t, on cherche t, donc la période. On peut déduire la période en faisant 2π fois r plus h divisé par la vitesse v, d'accord? Voilà, donc la vitesse v, on l'a déjà calculé, on avait dit que c'était 7,45 km par seconde. Maintenant, il suffit simplement de faire l'application numérique, donc le remplacement. Donc on trouve 7 égale
T égale 2pi fois R plus H, donc R plus H, donc on avait dit le rayon de la Terre, 638, 10 puissance 6, plus 800 fois 10 puissance 3, l'altitude divisé par la vitesse de tout à l'heure, donc c'est, ici je suis obligé de revenir en SI, en système international, donc 7,45, pas kilomètres seconde moins 1, mais je multiplie par 10 puissance 3, pour revenir en mètres par seconde, et donc du coup on obtient tout simplement la période, donc, qui est 6,05 fois 10 puissance 3 secondes, si on fait le calcul. Donc n'hésitez pas à refaire le calcul, à me corriger si je me suis trompé, parce que ça n'est pas exclu, ici en termes de calcul. Voilà, donc globalement c'est la période qu'on trouve quand on arrondit le calcul. Voilà les amis, donc dans cette vidéo, dans cet éclaircissement sur le mouvement d'un satellite circumpolaire, on a vu pas mal de choses, donc l'application de la deuxième loi de Newton. On a également pu voir toutes les relations qui vont être liées effectivement à la période, à la vitesse, au mouvement circulaire quand il est uniforme, quand il est considéré uniforme, etc. Donc c'est un exercice qui est intéressant, n'hésitez pas à le faire, à refaire. À le faire vous tout seul, faire pause et refaire tout seul, et commenter avec vos difficultés et vos questions, éventuellement j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer, à liker, à commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et sur Facebook, et je vous dis les amis, à bientôt.